Imaginez-vous, perdu en pleine nuit, sous -30 degrés au cœur d'une montagne. Le vent hurle à vos oreilles, vous glaçant jusqu'à l'os, tandis que la neige et le blizzard s'accumulent autour de vous, rendant chacun de vos pas incertain. Vous êtes désorienté, pieds nus sur la glace, quasiment aucun vêtement pour vous protéger. Seul le bruit de votre souffle, celui du vent et les cris de vos camarades vous accompagnent. Janvier 1959 en URSS, mené par Igor Dyatlov, un groupe de 10 étudiants entre 20 et 30 ans, passionnés d'alpinisme, décident de profiter de leurs vacances pour une expédition dans les montagnes de l'Oural. Parmi eux, 8 hommes, 2 femmes, tous expérimentés, bien préparés et décidés à gravir l'Autorten, une montagne reculée et relativement difficile dont le nom en langue mantsi, un peuple autochtone vivant de la pêche et de la chasse, signifie la montagne morte. Avec eux, ils emmènent des vivres, du matériel de survie, leurs journaux de bord et plusieurs appareils photos pour documenter leur ascension. Après 4 longs jours de voyage, en passant par le train, les auberges et les voyages à l'arrière d'un camion, ils arrivèrent au point de départ de la randonnée, mais Yuri Yudin, souffrant alors de douleurs dans le bas du dos, décide de rebrousser chemin. Alors on lui souhaite bonne route et on reprend l'ascension et tout commence normalement. Enfin, normalement pour une randonnée dans les années 50 en Russie, pas d'ensemble arctérique sous les dernières doudounes The North Face pour eux, ici c'est bottes en feutre et pull en laine épaisse. Enfin bref, les jours suivants, le groupe progresse normalement, mètre après mètre à bord de leur ski, ils se rapprochent de leur objectif. Malgré des vents forts, une température glaciale et de la neige épaisse, l'ambiance reste bonne. Ils rient, prennent des photos. Et en tout cas, 4 jours plus tard, nous sommes le 31 janvier et ils atteignent la lisière des hautes montagnes pour commencer leur ascension vers le col. Ce col, vous le connaissez sous le nom du col de Dyatlov, mais pour l'instant, pour nous, il n'a pas encore de nom officiel. Juste avant, ils montèrent un camp près d'une vallée boisée pour se préparer à l'ascension finale. Ils vont même en profiter pour y cacher une partie de leur matériel et de la nourriture qu'ils comptent récupérer au retour. Ah oui, et je vous les ai pas encore présentés, mais voici nos aventuriers, avec notamment Igor Dyatlov, le meneur du groupe, et Yuri Yudin qui lui a déjà rebroussé chemin. On note aussi la présence de Ludmila Dubinina, une jeune étudiante de 20 ans avec un caractère bien trempé. La preuve en est, lors d'une précédente expédition, Ludmila s'est tout simplement fait tirer dessus par un chasseur maladroit apparemment, et malgré la douleur, elle avait quand même continué le voyage. À vrai dire, je pourrais vous donner un fait marquant dans le genre pour chacun des membres du groupe, ce qui prouve bien qu'ils étaient de bons, voire de très bons alpinistes. En tout cas, pour eux le temps passe et il passe vite. Nous sommes maintenant le 1er février, ce qui signifie que c'est la dernière ligne droite. On traverse le col, on dort, on touche le sommet et on rentre. Alors on traverse le col et on y installe le campement pour y passer la nuit. Et fait bizarre, ils ont préféré installer leur tente sur une pente alors que 1,5 km plus bas, un bois leur aurait permis de se protéger du vent. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? On sait pas vraiment. Malgré ça, 2 théories se font face. La première suppose que Dyatlov ait tout simplement voulu s'entraîner en se donnant du fil à retordre. Et pour la seconde, ce serait de la faute de la météo ou du temps qui les aurait contraints à s'installer rapidement. Ceci dit, il est maintenant 19h et malgré les conditions difficiles, nos randonneurs ne se laissent pas décourager et ils décident de profiter de leur soirée avant l'ascension finale prévue le lendemain. Malheureusement, dès le lendemain, il n'y en aura plus. Ce 1er février 1955 marque la fin tragique de l'expédition pour nos randonneurs et le début d'une longue, trop longue enquête. Le 12 février, une fois rentrés,
Ils devaient envoyer un télégramme à leurs camarades pour les rassurer, mais lorsqu'aucun message n'arriva, personne ne s'est inquiété. Ce n'est que 8 jours plus tard, donc le 20 février, que les familles des randonneurs demandèrent officiellement des recherches. Alors un groupe d'étudiants et de professeurs de leur club d'alpinisme se porta volontaire pour les retrouver, mais très vite, à bord d'avions et d'hélicoptères, c'est l'armée qui se joint à eux, et c'est le 26 février que les corps seront retrouvés. D'abord partiellement enfouis sous la neige, c'est la tente qu'on retrouve, mais un détail frappe immédiatement les sauveteurs. Elle a été déchirée de l'intérieur, comme si les occupants avaient fui, sans même prendre le temps de l'ouvrir correctement. Et puis des empreintes de pas, pour la plupart en chaussettes ou même pieds nus. Et en suivant ces traces, les chercheurs arrivent à plus d'1 kilomètre du campement, près d'une forêt, où 2 corps, à moitié nus, déchaussés et le visage figé par le froid, gisent près d'un semblant de feu de camp. Un peu plus loin, sur le chemin entre le feu de camp et la tente, 3 autres corps éparpillés, comme s'ils avaient tenté de regagner la tente avant d'être rattrapés par la mort. Et pour le reste du groupe, ce n'est que des semaines plus tard, lorsque la neige commença à fondre, que leurs corps seront retrouvés, cachés au fond d'un ravin et présentant des blessures inexplicables, comme des côtes brisées ou le crâne enfoncé, mais sans aucune lésion externe, comme si une force naturelle et irrésistible, Bistizeri et l'Erufnansrofni, avait causé leur mort. Et c'est là que ça devient vraiment bizarre. Car en l'absence de preuves concrètes ou de survivants, et après une courte enquête infructueuse sur le peuple Mansi, l'affaire fut classée sans suite. Alors comment est-ce qu'on explique le fait que l'une des randonneuses fut retrouvée sans yeux ni langue, que leurs affaires étaient partiellement radioactives et que certains témoignages parlent de lueurs dans le ciel? On ne l'explique pas. Alors on théorise, et l'une des premières fut celle sur le Yeti, car pour certains, cette photo pourrait laisser penser que le groupe était suivi par un genre de Bigfoot. Mais bon, cette théorie, comme vous en doutez, reste peu probable. Il s'agissait sûrement de l'un des randonneurs, comme le montrent les photos prises un peu plus tard. Dans le genre, on a aussi celle des expériences militaires secrètes. Étant en pleine guerre froide au moment des faits, certaines hypothèses suggèrent que les randonneurs auraient été victimes d'essais d'armes secrètes par le gouvernement et que celui-ci aurait effacé toute trace. Ça expliquerait la radioactivité. D'ailleurs, un film en a fait son sujet principal. Mais à vrai dire, des théories, il y en a un tas. Et c'est bien ça, d'ailleurs, qui rend cette affaire aussi fascinante. Certains pensent qu'un orage particulièrement violent aurait effrayé les randonneurs, les poussant à abandonner leur tente. Un phénomène rare, appelé foudre en boule, aurait pu expliquer les fameuses lueurs dans le ciel. Mais il n'aurait jamais pu briser des os sans laisser de blessures externes. D'autres évoquent une attaque d'ours. Le prédateur aurait pu s'approcher du camp, semant la panique et obligeant le groupe à s'enfuir. Mais bon, aucun corps ne porte de marque de griffure ou de morsure. L'empoisonnement naturel a aussi été évoqué. Peut-être qu'ils auraient ingéré quelque chose de toxique, les plongeant dans un état de confusion extrême, les menant à leur mort. Mais encore une fois, aucune trace de poison ni d'intoxication n'a été retrouvée. Et puis il y a une piste plus humaine. Certains avancent qu'ils auraient croisé la route d'un fugitif échappé d'un goulag à proximité, mais aucune évasion n'a été signalée. D'ailleurs, même si c'était le cas, la randonnée est bien trop compliquée pour un prisonnier affamé et fatigué. Mais alors, qu'est-ce qui aurait pu causer la mort de nos randonneurs? Eh bien, d'après Alexander Pouzrine et Johan Gaume, deux chercheurs suisses, ce serait une avalanche qui serait à l'origine de ce tragique accident. Et pour prouver leur théorie, les deux chercheurs expliquent que malgré que l'angle de la pente était inférieur à 30 degrés et qu'il semblait trop faible pour déclencher une avalanche, eh bien, celle-ci restait tout de même possible. Ça sera grâce à du temps, des données topographiques précises et de nombreux tests, avec notamment la technologie de Disney ayant servi pour la Reine des Neiges, qu'ils ont démontré en se déplaçant sur le lieu du drame qu'une petite avalanche pouvait bel et bien se produire sur cette pente, sans même laisser de traces évidentes. Ensuite, ils se sont penchés sur le délai entre l'installation de la tente et le déclenchement de l'avalanche. Leur théorie, les vents katabatiques. Ces vents qui descendent de la montagne auraient transporté et accumulé de la neige au-dessus de la tente durant la nuit, ce qui, peu à peu, aurait fini par provoquer une fissure, puis le détachement de la couche de neige. Bien sûr, nos deux chercheurs restent prudents. Comme le dit Alexander Pouzrine, la vérité est que, bien sûr, personne ne sait vraiment ce qu'il s'est passé cette nuit-là, mais nous fournissons des preuves solides que l'hypothèse de l'avalanche reste plausible.
Alors, même si le mystère du col de Dyatlov n'est pas entièrement résolu et que certaines questions restent et resteront en suspens pour au moins un très long moment, cette théorie semble être la plus probable.